bienvenue. Il est 18h. Adje News Radio, à 18h-20h, Confluence, Souleymane Gassaman. C'était le 25 septembre 2002, au port des Ziguinchor, par un après-midi calme de fin d'hivernage. Ils étaient près de 2000 âmes à embarquer sur le Joola pour rejoindre Dakar, à bord de ce bateau qui assurait la desserte maritime entre la Casamance et la capitale. D'autres âmes les rejoindront à l'escale de Carabane. Ils n'arriveront jamais à destination, foudroyés en pleine mer par le naufrage du ferry, dans la funeste nuit du 25 au 26 septembre. Ils, c'étaient des enfants, des adultes, des femmes, des vieux, des familles. Ils, c'étaient des Sénégalais, des Français, d'autres nationalités. Ils ne savaient pas que le bateau était dépourvu d'un de ses moteurs. Ils ne savaient pas que le ferry ne pouvait transporter plus de 600 personnes. Ils ne savaient rien, et pourtant ils sont morts. Ils, malheureux élus de la plus grande catastrophe maritime de l'histoire du monde. Pour la mémoire, ils auront le deuil. Pour la justice, ils n'auront rien. Près de 2000 morts et pas de coupables. Près de 2000 morts et aucun responsable. Aucune habitude sociale questionnée. Aucune reddition de compte de l'État au peuple. Et la vie a repris ses droits. Chaque 26 septembre, le devoir de mémoire s'accomplit à travers des processions funèbres qui rappellent la tragédie. Il est temps de nous poser la question des responsables. Celle de nos responsabilités directes, ce que la catastrophe du Joola dit de la notion de responsabilité chez nous. Je vous invite à répondre pour la mémoire des victimes, car les larmes n'ont de valeur que lorsqu'elles sont accompagnées de lucidité. Merci Neyman. C'était en effet le 26 septembre 2002 au large de la Gambie. Près de 1800 personnes perdaient la vie. Un naufrage du bateau de Joola. 63 d'entre eux survivront. 12 ans après, quelle lecture en faire? Quelle est la part des responsabilités dans ce drame? Comment l'indiscipline sénégalaise s'exprime-t-elle au quotidien? Des leçons ont-elles été tirées? C'est le dossier spécial de Confluence aujourd'hui avec l'éclairage d'un témoin de la vie sociale sénégalaise à travers le temps, Monsieur Fadel Dia. L'indiscipline donc, sous la loupe de Confluence, c'est tout de suite, et c'est sur Radio News. Merci et bienvenue chers auditeurs. Si vous nous rejoignez, vous êtes chez vous dans Confluence, l'émission qui repense les tabous et interroge sur les grandes problématiques de notre société. Oui, c'est malheureusement de cette page sombre de l'histoire du Sénégal qu'on parle pour faire un examen de ce qu'on appelle communément au Café du Commerce, comme dans les discussions très solennelles, l'indiscipline sénégalaise. C'est un dossier complet à travers les volets judiciaires, politiques, sociétales que nous vous proposons aujourd'hui dans Confluence. Pour en parler, nous sommes ravis de récupérer les deux identités féminines de Confluence qui, après de longues vacances, font leur rentrée. Celle qui est désinvolte au-delà du raisonnable, mais charmante au-delà du possible. Neyman Sall. Neyman, bonsoir. Bonsoir Elgas. Celle qui, malgré le gris et le froid parisien, est toujours aussi incandescente. Penda Ndiaye. Penda, bonsoir. Bonsoir Elgas. À leur côté, les réguliers, la sentinelle de la langue française et de sa jumelle sérère, Mbougar Sarr. Mbougar, bonsoir. Bonsoir Elgas. Le bougon mais précieux Souleymane Ly, alias Touko. Touko, bonsoir. Yo. Le discret mais pointilleux Lamine Faye Lynx, bonsoir. Bonsoir. Et pour finir, une autre fierté pour Confluence, Mamadou Gako est avocat depuis 3 jours, ça se fête. Gako, félicitations. Merci, bonsoir Elgas. Et je pense que ça mérite des applaudissements. Oh, n'en fais pas trop non plus. Mais cette émission est placée sous le témoignage d'un grand monsieur qui a accepté d'éclairer ce numéro de Confluence de son expérience. Historien et géographe à la retraite, il a été enseignant, formateur, professeur à l'École normale supérieure de Dakar. Il est par ailleurs écrivain, auteur d'une demi-douzaine d'ouvrages, dont La Raparie en 2010 chez Présence africaine. Il tient un blog où il examine régulièrement la société sénégalaise. Monsieur Dia, bonsoir. Bonsoir. Vous plongerez ensuite en Confluence dans les médiathèques des chroniqueurs. Vous voyagerez ainsi
dans leur humeur par rapport à la semaine. Vous partagerez leur cri de cœur, leur coup de gueule aussi, leur carte blanche. Et pour finir, en dernière partie de Confluence, le tribunal des idoles, qui n'a pas pris une ride, un illustre accusé, après 2 ans et demi à la tête du Sénégal, c'est sa rondeur de Macky Sall, comme l'appelle affectueusement le caricaturiste Ibou Fall, qui passe sous la guillotine de Confluence. Et je pense que ça va être chaud. Confluence. Mais d'abord, pour commencer Confluence, le courrier des auditeurs. Le facteur a changé de sexe en 15 jours. Ndeyman de Mbougar, plutôt, c'est passé à Ndeyman. Rétablissons l'ordre pour ne frustrer personne. Alors, qu'est-ce que les auditeurs ont pensé de la dernière émission? Dites-nous tout, Ndeyman. Alors Elgas, une première réaction nous vient de Daouda Sall, qui avait des remarques à nous faire sur le montage de notre dernière émission. Que dit alors Monsieur Sall? Grosso modo, il nous suggère de revoir l'habillage sonore qui a quelque peu gêné les interventions des chroniqueurs. Le technicien de cette émission, c'est Souleymane Ly. Oui, c'est moi qui m'étais occupé de la réalisation de cette émission. Alors, j'ai eu plusieurs échos. J'ai eu effectivement la savoureuse intervention de M. Sall, très courtoise et très juste. J'en ai eu d'autres aussi qui ont plébiscité cette réalisation-là et qui m'ont demandé de rester à cette place plutôt que d'hystériser le débat à chaque fois. Alors, bon, il faut déjà dire que j'ai mis le tapis sonore parce que les chroniques étaient longues et chiantes. C'est principalement la raison pour laquelle j'ai tendance à m'endormir. Mais donc, bon, comme le disait Alexandre le Grand après sa victoire sur la Dior à Derklé, je vous ai compris. C'est entendu. Une deuxième réaction d'Eyman. La deuxième contribution est celle de Ngouda Fatigay, qui a pointé du doigt la répétitivité, voire le radotage de Madame Diallo. En gros, il lui reproche de seriner la même rengaine dans toutes ses interventions médiatiques. Ah, c'est entendu. Qui se sent alors de défendre la délicieuse Rokhaya Diallo? Je pense que on voudrait tous la défendre ici, mais Non. Pour me racheter, je la défendrai. Non juste pour me racheter, mais aussi parce que je suis d'accord avec la lutte de Rokhaya Diallo. Je pense que depuis qu'elle a pris le fardeau de la lutte antiraciste, la société n'a pas réellement changé. Donc je ne pense pas que son discours aussi changerait. Je pense que la lutte qu'elle incarne devrait être incarnée par quelqu'un. Et par défaut, forcément, ce sera elle. Délicieuse en plus. C'est parfait. Après avoir fracassé son livre, vous revenez à de bonnes humeurs. Je profite comme tout le monde. Avec elle. Alors, on prend une dernière réaction. Alors, Ndeyman. La dernière nous vient donc de Anna Gay, qui est une habituée de Confluence pour ceux qui suivent notre émission. Alors, sa réaction est assez énigmatique et je vous la cite. J'adore quand les concepts américains sont transposés tels quels en France. Je Voilà. pense qu'elle faisait allusion au concept du mâle blanc dominant qui a peut-être été transposé de la société américaine à la société française et dont Rokhaya Diallo a parlé dernièrement. Une réaction, Mamadou Gako? Oui, alors, effectivement, je vais peut-être essayer d'éclaircir la pensée de Rokhaya Diallo à travers cette phrase qu'on a relevée et qu'on avait mise en avant sur Facebook. Alors, il me semble que Rokhaya Diallo faisait un simple constat de la faible représentation des minorités visibles dans les institutions et dans les médias français. Et de ce simple constat, tirer la conclusion qu'il y avait effectivement une surreprésentation du français blanc, mâle. Ce qui est indéniable. Ce qui est effectivement indéniable et ce qui doit être relevé. Alors, est-ce que cette surreprésentation du mâle français blanc est due à un racisme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le constat existe et il y a sûrement une corrélation à faire entre ce qui se passe en France et ce qui peut aussi être constaté aux États-Unis. Chacun se fera son opinion sur la question. Merci, chers auditeurs. Partagez votre ressenti, vos humeurs sur Confluence en donnant votre avis. Vous passerez à l'antenne. Déposez vos avis sur les réseaux sociaux comme sur Internet, confluence-radionews.com. Nous ouvrons maintenant notre dossier du jour. Qu'est-ce que donc l'indiscipline sénégalaise? Avant d'aller plus loin dans la discussion, il convient de s'arrêter sur une définition. Utilisée à tort et à travers, mot valise, mot élastique à plusieurs sens. Que veut dire l'indiscipline sénégalaise? Mbougar, tu nous dessines un cadre. Alors, bien évidemment, il faut d'abord relativiser. L'indiscipline, c'est-à-dire littéralement l'absence de respect des règles, n'est pas spécifiquement sénégalaise. On la trouve partout. Mais il me semble que ce que l'indiscipline sénégalaise a de singulier et de particulièrement explosif,
c'est qu'elle semble être l'absolu mélange de toutes les formes d'indiscipline. Qu'est-ce qu'il fait illustre alors de notre indiscipline Alors, nationale? Pour répondre, j'aimerais d'abord partir d'une anecdote. J'étais il y a peu au consulat du Sénégal à Paris. Déjà, ça commence mal. Effectivement. J'avais rendez-vous à 10h, mais à 11h, j'étais encore dans une salle d'attente bondée à espérer qu'on m'appelle. Alors, j'en étais à ces espoirs lorsqu'un homme entra soudain, accompagné d'une très belle femme. Il parlait très fort et pénétra directement, sans aucun égard pour la masse qui attendait, c'est-à-dire nous, dans l'enceinte réservée aux agents consulaires. Et là, il dit « Goro !» en s'adressant à l'un des agents consulaires. Goro, oui, Goro qui signifie gendre ou bru. En l'occurrence, ici, c'était une femme, donc sa bru, présumée. « Goro !» cria-t-il donc en s'adressant à l'un des agents consulaires. « Voici ma jeune sœur dont je te parlais, Lijentil Mbiram, ce qui veut dire « occupe-toi de ses affaires ». Alors, cela fut vite fait. La belle femme fut aussitôt introduite dans le bureau de la Goro, et tandis qu'on s'occupait d'elle, l'homme qui l'accompagnait se mit à parler avec l'autre agent consulaire, qui s'était arrêté de travailler. Il parlait d'un mariage futur quelque part au Sénégal. Quelques minutes plus tard, le monsieur et la belle femme sortirent, et leur affaire était visiblement réglée. Alors, il y a tout dans cet épisode. L'indiscipline administrative, c'est-à-dire le retard dans les horaires, l'indiscipline professionnelle, la discussion futile et sans gêne en plein travail, l'indiscipline sociale, le mépris total des règles établies dont a fait preuve cet homme. Mais le plus grave dans tout cela, c'est que cette scène semblait banale, tout à fait normale. De quoi cette anecdote est-elle finalement symptomatique? Il me semble que cette anecdote nous dit quelque chose, au moins sur le rapport que nous les autres Sénégalais avons avec l'indiscipline. Alors, nous autres Sénégalais, il me semble que nous avons 3 vrais problèmes avec l'indiscipline. Le premier, c'est que nous acceptons de plus en plus que l'indiscipline soit une fatalité. Je donne ici un autre exemple. C'est qu'au Sénégal, lorsqu'on a l'outrecuidance de s'indigner contre un acte d'indiscipline commis dans l'espace public, mettons une ménagère qui déverse sur la rue ses immondices, on s'entend répondre avec cette morgue tout à fait insoutenable, cette sentence proverbiale et imbécile, je suis sûr que c'est Wolof Ndiaye derrière, qui dit « mbedd mi, mbeddu buur la ». Ce qui veut dire, en d'autres termes, la rue, l'espace public n'appartient à personne, pas à toi en tout cas, et tu n'as pas le droit de me reprocher de faire ce que je fais. Et devant cela, on se tait comme si la chose allait de soi. Alors, ça c'est le premier. Le deuxième problème que nous avons avec l'indiscipline, je pense, c'est la malheureuse facilité avec laquelle nous transposons notre attitude dans le privé sur la scène publique, en tenant cette transposition pour une chose normale. L'exemple, c'est que cette personne dont je parlais au consulat, qui se permet de parler de choses futiles avec un agent consulaire alors que tout le monde est là, est tout à fait incompréhensible. Le troisième problème que les Sénégalais ont avec l'indiscipline, c'est que cette indiscipline n'est jamais de leur fait. L'indiscipline, c'est toujours l'indiscipline des autres, et c'est cette forme d'irresponsabilité qui est finalement la pire des indisciplines. La notion d'irresponsabilité, pour clore ta définition, élément très très intéressant. Une réaction à cette définition, M. Dia, quand vous voyez par exemple les anecdotes qu'il a citées, est-ce que vous, au Sénégal, vous avez déjà vécu des situations identiques? J'ai l'impression que vous avez déjà tout fait, l'analyse est pertinente et je suis tout à fait d'accord de ce qui a été dit. Si vous permettez, je voudrais d'abord évidemment vous féliciter pour votre dynamisme et le fait que votre équipe symbolise la diversité de notre pays. Mais je voudrais, puisque vous avez évoqué le Diola, revenir sur le Diola. Le Diola, vous l'avez dit, c'est officiellement 1963 morts, victimes recensées, c'est-à-dire ceux que l'on connaît. C'est, vous l'avez dit déjà, la plus grande tragédie maritime de l'histoire en temps de paix. Et c'est la seule occasion pour le Sénégal de figurer dans le Guinness Book. Pourquoi cet événement est particulièrement dramatique? Parce que le Diola a fait, vous l'avez également dit, plus de victimes que le Titanic. Oui. Et si l'on compare les deux navires, on voit d'ores et déjà
en quoi la discipline a été, le respect de la discipline a été un élément essentiel de la tragédie. Le Titanic, c'est un navire prévu pour transporter 3500 passagers d'un continent à un autre, par tous les temps et sur des mers et des courants particulièrement périlleux. C'est un navire de dimension jamais égalée à l'époque, qui fait près de 300 mètres de long et plus de 50 mètres de hauteur. Le Joola, c'est un petit caboteur chargé de relier deux ports d'un même pays sur un trajet d'environ 13 heures et une capacité de 600 personnes. Comment est-ce qu'un bateau qui est prévu pour 600 personnes peut-il faire plus de 2000 naufragés, 2000 victimes? Voilà pourquoi on peut dire que l'indiscipline est l'une des causes essentielles du naufrage du Joola. Oui, mais justement, M. Dia, justement sur ce point, vous touchez du doigt le fond de la question. Comment en est-on arrivé à ça, que la contenance prévisionnelle du bateau, qui était visiblement de 600 personnes, soit triplée au final? Quels sont les corps de contrôle qui ont failli? En fait, c'est toute notre culture qui a failli, parce qu'au Sénégal, nous avons l'habitude de parrainage. On ne fait pas la queue, on passe par quelqu'un. Dans le Joola, il y avait des passagers payants inscrits, mais il y a des passagers recommandés par les ministères, les passagers recommandés par le personnel de bord, les passagers recommandés par l'administration. Voilà comment on arrive à une situation qui est complètement inimaginable en temps normal. Cette situation-là, c'est une situation qui n'a rien d'étonnant. C'est un élément essentiel de notre culture quotidienne, parce que nous avons l'habitude de passer par des intermédiaires pour régler le problème au lieu de passer par la loi. Oui. Je reviens encore sur la comparaison. Vous savez que le Joola donc avait 2000 passagers et personnel de bord pour 600 places. Le Titanic avait 3500 places, mais n'avait que 2200 passagers. Et c'est important parce que sur le Titanic, plus d'un tiers des personnes qui étaient des membres de l'équipage. Et voilà pourquoi, dans le Titanic, 75% des femmes ont été sauvées, alors que dans le Joola, une seule femme a survécu. Oui. Voilà pourquoi sur le Titanic, des enfants, des bébés ont été sauvés, alors que le Joola a transporté des élèves et des étudiants dont presque aucun n'a survécu. Monsieur Dia, l'épisode remonte à 10 ans. Est-ce que depuis, des leçons ont été tirées? Je ne crois pas. Il y a eu, pendant les quelques semaines, les quelques jours qui ont suivi le naufrage, il y a eu un sursaut. On le sent notamment dans ce qui est un peu le Joola à dimension réduite, les car rapides, où les gens... Le car rapide, c'est un petit Joola, c'est un Joola réduit. On y entre comme on veut. Il n'y a pas de place debout, mais il y a des gens qui sont debout. Il y a une plaque à l'arrière sur laquelle doit se tenir un apprenti, on est 5-6 dessus. Pendant quelques temps, au niveau des cars rapides, les gens ont essayé de refuser qu'il y ait plus de monde que nécessaire. Les passagers eux-mêmes ont protesté, mais ça a été un feu de paille qui n'a pas duré grand-chose et on est revenu aux bonnes vieilles habitudes d'antan. C'est très très bien. C'est pour ça que je dis que la discipline est en fait devenue un fait de culture. C'est comme si au Sénégal, depuis l'indépendance, nous pensions que l'indépendance signifie que chacun fait ce qu'il veut. Et malheureusement, nos gouvernants n'ont pas fait grand-chose pour changer cette mentalité. Senghor a créé ce qu'on appelait le BOM parce qu'il avait compris que le management est une discipline plus qu'un art. Oui. Vous avez parlé des cars rapides qui contribuent à la circulation chaotique qu'il y a dans Dakar et par extension partout dans le Sénégal. Il y a un mois, nous recevions le docteur Massamba Sassoum Diop qui nous parlait de l'épidémie Ebola quand elle s'était introduite au Sénégal. Il nous avait parlé aussi de l'accidentologie au Sénégal qui fait des ravages en imputant ça directement au comportement des gens. C'est exactement ce que vous dites. Mais est-ce que nous sommes condamnés à vivre comme ça dans le renoncement et dans la fatalité? Condamnés, je ne sais pas, mais encore faut-il que nous fassions l'effort nous-mêmes. Je pense que je crois que c'est important que vous-même, si jeune que vous êtes, sentiez l'intérêt de se poser des questions, mais il faudrait que ça soit posé
à deux niveaux. D'abord, au niveau domestique. Moi, je pense que d'abord, il y a d'abord... peut-être que nous aurions peut-être dû commencer par définir ce que nous entendons par là par discipline. Ce n'est pas contraire les gens. La discipline, ça consiste d'abord à faire ce qu'on voudrait que les gens fassent pour vous. C'est une forme de courtoisie et de politesse. En effet. Aller dans une banque, faire la queue derrière la personne qu'on a trouvée derrière soi, c'est une politesse. Laisser le passage dans la rue à quelqu'un qui a la priorité sur vous, c'est une forme de politesse. Ce n'est pas une exigence militaire, c'est quelque chose de sensé et qui permet de rendre la vie collective plus intéressante et plus vivable. Je pense qu'il y a donc d'abord à faire au niveau domestique, chaque Sénégalais refuse de jeter sa poubelle devant sa porte, et chaque Sénégalais refuse de faire en sorte que il gère son voisin par des chants religieux, par des chants, par des bruits divers. Oui. Mais il y a aussi au niveau institutionnel. Il faut évidemment qu'il y ait des sanctions. Lorsque l'État laisse faire, lorsque malgré l'existence d'une loi, on tolère le fait que la loi ne soit pas respectée, l'État participe de cette manière à cette espèce de prolifération des disciplines. L'indiscipline n'a pas seulement proliféré, elle prend de nouvelles formes. Oui. Elle se manifeste de jour en jour et elle devient quelque chose d'absolument insupportable. Oui, mais en termes d'impact sur le retard que l'on a, par exemple, dans notre dynamique de progrès et de développement, comment quantifier cet impact de cette indiscipline dans l'avancement de la société sénégalaise? Je crois que si on fait un bilan économique, on ferait des découvertes extrêmement étonnantes. Parce que quand on voit le temps que nous perdons dans les réunions, quand les gens ne viennent pas à l'heure, le temps que nous perdons pour relier notre lieu d'habitation à notre lieu de travail, le temps que nous perdons parce qu'il y a des moments où nous ne pouvons rien faire à cause du désordre et du bruit, je crois qu'il n'y a pas d'évaluation économique, mais j'ai l'impression que, à mon avis, un des signes les plus importants du développement, c'est le non-respect de la discipline. La force principale des pays du Nord, c'est d'abord le fait qu'ils ont une discipline, qu'ils l'appliquent, qu'ils l'acceptent, et qu'il est devenu un phénomène de culture. Oui, donc le tableau est très très noir. Une question donc me brûle. Que faire, tout simplement? Que faire face à cette situation? Que faire? Je crois que je n'ai pas évidemment la solution, mais je crois que c'est un débat suffisamment important pour qu'on en fasse un débat national. Nous avons eu la chance de réunir il y a quelques années des assises nationales qui ont essentiellement discuté des problèmes institutionnels. Peut-être qu'il faudrait aussi discuter de manière plus concrète de notre conception de la vie en commun, des règles de la vie en commun et des exigences de la vie moderne. Et à mon avis, c'est tellement important. Il faut que le gouvernement soit un gouvernement suffisamment déterminé et qu'il y ait une conscientisation qui soit le fait des intellectuels, des élites, mais également des responsables religieux et politiques, et que ce soit un débat qui soit introduit dans les lieux les plus aptes à permettre l'échange de points de vue dans notre pays. C'est entendu. Abordons maintenant le volet judiciaire de l'affaire. Il est bon de s'arrêter 2 minutes, peut-être plus sur l'impunité au Sénégal. Et nous allons le faire avec Mamadou Gako. Vous vous êtes intéressé à la chronologie récente. Est-ce que la justice sénégalaise fait réellement son travail? Le travail de répression, le travail de dissuasion et surtout, plus important, le travail de pédagogie. Alors, pour traiter ce volet judiciaire de l'indiscipline sénégalaise, je vous ferai un bref propos sur l'irresponsabilité judiciaire et l'irresponsabilité pénale comme encouragement à la récidive et à l'indiscipline. Je vais utiliser pour cela 3 exemples marquants que je vais aborder chronologiquement. D'abord, et nous en parlions tout au début de l'émission, le 26 septembre 2002, il y a le naufrage du Joola. Officiellement, vous l'avez dit, 1863 morts, mais plus de 2000 selon les associations de familles des victimes. La défectuosité du navire était notoire, mais l'enquête n'incriminera que l'une des victimes, le commandant de bord du navire. Impunis seront donc les responsables politiques et administratifs qui étaient directement impliqués dans la décision de remise à flot du bateau Joola.
Alors qu'il n'était pas apte. Effectivement. Deuxième exemple, nous sommes en mars 2013. 9 enfants meurent dans l'incendie de leur école coranique à Dakar. À la Médina. En visite sur les lieux, le président Macky Sall suggère que l'incendie était dû à une non-conformité de l'établissement aux normes de construction. Et il déclare « Il faudra fermer tout établissement qui ne répond pas aux normes ». On attend toujours la fermeture du premier de ces établissements. Malheureusement. Nous sommes toujours en mars 2013. Un immeuble s'effondre à Dakar. Bilan, 2 morts, 4 blessés. Selon M. Wagui Diop, président de l'Ordre national des architectes, au Sénégal, 98% des constructions ne répondent pas aux normes architecturales. Fait divers tragique à l'appel qui rejoignent le fait divers qu'a compté Mbougar en début d'émission. Conclusion de tout cela. Je vous dirais que d'abord, ces affaires sont illustratives de cette impunité judiciaire qui permet à tout responsable politique, chef d'entreprise ou simple citoyen d'agir à sa guise sans respecter les normes et sans prendre en considération les risques qu'ils peuvent faire courir aux autres. De fait, ni la puissance publique, comme dans le cas du naufrage du Joola, ni les personnes privées, comme dans les 2 derniers exemples, ne semblent avoir conscience de l'existence de règles auxquelles elles doivent se soumettre. Mais surtout, aussi bien la puissance publique que les personnes privées ont ici conscience du fait qu'en cas de violation des règles, celle-ci demeurera probablement impunie. Tant et si bien que les comportements relevant d'une indiscipline et d'un incivisme caractérisé continuent à prospérer au Sénégal sans que rien ne soit fait pour les empêcher. Tout ceci m'amène à une question très simple que je vais soumettre à M. Dia. Alors, le triomphe de l'indiscipline au Sénégal ne relève-t-il pas finalement, à certains égards, d'un naufrage du système judiciaire? Donc, vous l'avez dit, je voudrais ajouter ce que je vous ai dit, que par exemple, il n'y a aucune poursuite n'a été faite contre les personnes qui sont responsables de la surcharge du Joola. On a jugé les personnes qui ont des mais on n'a même pas fait un début d'enquête pour savoir pourquoi il y avait 2000 personnes à bord du bateau. C'est la question que je me posais. Je crois qu'effectivement, nous avons un pays qui a un appareil judiciaire ancien, qui a des lois et des textes plus qu'aucun autre pays de la sous-région, mais nous avons la faiblesse d'être un pays où les lois ne sont pas respectées, où les lois ne sont pas appliquées dans le rigueur. Et ça, c'est fondamental. Le maslaha, c'est-à-dire l'arrangement, est devenu plus important que la justice. Quand il y a un événement qui se pose dans le voisin, on vous dit arrangez-vous, on ne vous dit pas demeurez, cherchez la vérité. Oui. Ça, c'est un problème assez grave. C'est une crise, comme on a vu, une crise de conscience très importante. Que Dieu nous préserve d'Ebola, parce qu'une crise Ebola au Sénégal aurait des catastrophes beaucoup plus grandes que celles qu'il y a eu dans des pays comme la Guinée, où la discipline est plus réelle que chez nous. Non, mais justement, vous parlez de Dieu, que Dieu nous aide pour vaincre ces problèmes. Est-ce que, en quelque sorte, Dieu, les adhésions des personnes, vous l'avez cité plusieurs fois, la culture, les mentalités, est-ce que ce n'est pas le produit aussi d'une socialisation dans la sphère religieuse? Oui, ça c'est l'autre point important pour notre pays. Nous sommes dans un pays qui est de moins en moins laïque et de plus en plus au niveau du pouvoir, d'un pouvoir qui finalement est un peu bâtard parce que les lois de la République sont en conflit avec les lois religieuses et très souvent c'est le pouvoir religieux qui impose sa force. Et donc, face à ce constat, vous préconisez quoi? On ne vous demande pas de vous mouiller, M. Dia, mais c'est une question très très délicate. Que pensez-vous? Que faudra-t-il faire? Moi, je préconise une prise de conscience générale que les gens refusent, qu'il y ait un refus manifeste, c'est-à-dire un refus qui s'exprime à la fois par l'écrit, en tout cas parce que j'ai de faire dans mes textes, dans mon blog, à chaque fois que j'ai été blessé par l'injustice, par le refus d'appliquer les lois, par la pratique de l'indiscipline, je l'ai écrit, d'autres l'ont fait comme moi, et il faut que ces points de vue-là se répandent au niveau de la population pour qu'un jour, comme on l'a fait lorsqu'Abdoulaye Wade a voulu imposer une vice-présidence à l'Assemblée, que ce soit la rue qui dise trop c'est trop, c'est fini, on revient aux fondamentaux. Mais est-ce que la rue serait capable de se dresser devant les grands dignitaires religieux?
C'est un combat qui se posera. C'est le peuple qui fait la loi. Où les Sénégalais seront suffisamment conscientisés et où il y aura un refus général de la situation actuelle. Ce jour-là, on aura un changement. Ça ne sera pas en un jour ou en 2 jours, mais je crois que c'est un début qui peut en tout cas amener des changements importants et c'est le moment ou jamais. Le problème des masses, c'est qu'elles n'ont pas forcément raison. Et donc, si un jour il arrive qu'elles cautionnent l'indiscipline et qu'elles confisquent le pouvoir, et si donc elles cautionnent cette indiscipline-là, n'avez-vous pas peur justement qu'elle ne puisse être cadrée et qu'elle mène à des dérives qui confirmeraient par exemple cet état de fait actuel, l'état qui fait que l'indiscipline règne dans toutes les institutions au Sénégal? Il faut d'abord que le gouvernement soit conscient de l'importance des questions, qu'il soit édifié sur le sens des dispositions à prendre. Et à ce moment-là, je pense qu'il c'est à lui d'imposer au pouvoir le respect des règles de la vie en commun. Monsieur Dia, en fait, je vous ai entendu parler de Masla. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table sur le fait que c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la prolifération de l'indiscipline au Sénégal. Le peuple qui n'est pas éduqué aussi, et le manque aussi de lois assez contraignantes au Sénégal. Mais j'aimerais juste défendre un peu le masla au sens réellement noble du terme. Quand j'entends que le masla est la cause justement d'une certaine indiscipline, je suis assez d'accord avec. Mais je pense qu'il faut peut-être ramener ce mot à son sens initial. Le masla était... Bien sûr, je ne connais pas le masla en tant que tel. Je dis qu'il y a une faute de masla qui devient dangereuse. Oui, je pense qu'en fait le masla convenait à une certaine société ancienne sénégalaise, que la modernité n'est peut-être pas en fait le cadre idéal pour son exercice. Ce que je veux dire, c'est que quand la société vivait dans des communautés assez restreintes, où les affaires se réglaient on va dire, avec des tribunes assez restreintes et pas nationales, ce masla-là pouvait avoir gain de cause. Maintenant que la société est assez modernisée et assez urbanisée, ce masla n'est peut-être pas la meilleure, on va dire, la meilleure représentation de la culture sénégalaise. Non, j'ai l'impression que je n'ai pas été bien compris. J'ai dit que le masla était un mode de résolution du problème traditionnel, mais qu'aujourd'hui il est un peu vicié. Oui. Si le masla consiste à refuser de dire la vérité, alors le masla n'est pas bon. Si le masla consiste à trouver un consensus sur des bases très claires et précises, le masla peut être un mode de vie collective. Et aujourd'hui, au Sénégal, prolifère un masla qui consiste à ne jamais dire la vérité, à dire des choses fausses, à encenser des gens sur lesquels on a au contraire des éléments qui attestent qu'ils sont pas ce qu'on souhaite qu'ils soient, oui. Et à cacher la vérité à tout le monde. Et ça, évidemment, c'est une forme de dangereuse et pernicieuse. C'est vrai, le masla peut être une promotion du dialogue et une manière d'éviter les chocs frontaux, et en ce sens, ça peut être une belle chose. Voilà. Une autre réaction, Neyman? Oui, moi j'avais une petite contribution à apporter, non pas sur l'intervention de Monsieur Dia, mais sur le thème d'aujourd'hui en général. Et donc, c'était juste pour dire en fait que l'indiscipline sénégalaise trouvait ses racines dans le manque d'éducation qui caractérise notre peuple aujourd'hui. Et cela, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut laisser à l'éducation le temps de former nos jeunes et donc d'effectuer ce travail de condamnation du culte de la médiocrité qui aujourd'hui caractérise les Sénégalais. En revanche, d'ici à ce que ce travail se fasse, j'aimerais que les dirigeants sénégalais sévissent envers ceux qui contreviennent un peu, comment dire, à la loi, à la justice. Et malheureusement, en fait, nos dirigeants sont les premiers à encourager l'indiscipline par leurs actes mêmes. Mais justement, vous parlez d'éducation, Neyman. Ces dirigeants ont été à l'école, ils ont vu la civilité, ils ont vu le civisme, ils ont vu toutes les attitudes qui sont prescrites par l'école. Et pourtant, ils ont failli. Est-ce que le mal ne vient pas d'ailleurs? Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Elgas, dans la mesure où ils peuvent induire en erreur les populations qui ne sont pas éduquées. Eux, ils connaissent le bien, ils connaissent le mal, ils savent ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, mais ils ont choisi le chemin de la médiocrité et de nous mener dans ce chemin de la médiocrité. Une fois que ce travail d'éducation sera fait avec tous les Sénégalais, je pense qu'ils auront plus de mal à nous tromper.
C'est parfait, c'est entendu. Une réaction, Penda? Oui, ma question en fait pour Monsieur Dia rejoint ce que vous venez de dire. Parce que tout à l'heure, vous avez demandé à Monsieur Dia que faut-il faire pour éradiquer cette indiscipline dans la société sénégalaise. Et tout de suite, il a répondu en disant que la justice sénégalaise devait faire appliquer les lois. J'ai été étonnée que Monsieur Dia ne parle pas de l'éducation de base en tant qu'enseignant retraité. Monsieur John, ne pensez-vous pas que en fait c'est à la base qu'on devrait agir, c'est-à-dire faire beaucoup plus d'actions chez les jeunes afin que cette indiscipline ne soit pas un mal dans la société? Absolument, nous avons raison. La crise de la discipline est en fait un élément de la crise d'éducation. C'est parce que nous avons un système éducatif qui est lui-même carent, parce que c'est évidemment à l'école et à la maison qu'on doit apprendre d'abord à respecter la discipline. Justement, Monsieur Dia, sur cette question, on a tendance à dire, c'est un peu dans le café du commerce au Sénégal, qu'avant c'était mieux, qu'avant les générations étaient un peu plus éduquées. Est-ce que vous partagez ce constat un peu nostalgique? Oui, moi je pense qu'à chaque étape de la vie, il y a peut-être des réalités qui sont importantes. Je constate qu'il y a des... Le passé n'est pas meilleur en tout, mais il y a des références pour lesquelles en tout cas il donnait une certaine caution au respect de ces valeurs, qui aujourd'hui sont des valeurs qui sont au domaine des études. Tout n'est pas bon dans le passé, mais il y a dans le passé des choses bonnes qu'il faut garder. Entendu. Une autre question, Penda? Non, c'était juste pour dire en fait que tout à l'heure aussi tu as parlé d'éducation civique. Je rappelle qu'au Sénégal, on avait des leçons de civisme, mais apparemment ça ne sert à rien. Donc la conclusion que je tire sur ça, c'est que finalement cette indiscipline serait héréditaire en fait. Étant donné que les enfants à l'école, on leur apprend à être beaucoup plus civiques, à être disciplinés dans la vie de tous les jours, et que malgré tout cela, en grandissant, on continue à faire tout ce qu'on qualifie d'indiscipline aujourd'hui, ça veut dire que le mal est héréditaire. Peut-être qu'on voit d'autres gens se comporter d'une façon, et en grandissant, inconsciemment, on se comporte de la même façon, sans tenir compte de ce qu'on a appris à l'école. Héréditaire ne semble pas faire l'unanimité. Parce qu'ils ont tiqué. Alors, Suleiman Lee, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la réflexion de Penda? En parlant d'hérédité, là, on tombe directement dans le point Godwin, dans le nazisme. Ne rendez pas tout au nazisme. Mais plus sérieusement, il ne faut pas oublier aussi que 65 à 70% de la population sénégalaise est analphabète et n'a pas été très, longtemps instruite. Et donc, ils n'ont pas forcément accès à l'instruction civique, d'une. Et de deux, nous avions, il ne faut pas l'oublier, un rapport mercantiliste par rapport à l'instruction civique. C'est-à-dire que nous n'apprenions par cœur que pour avoir de bonnes notes ou pour ne pas se faire tabasser par les parents parce que nous avions eu une leçon non sûre. Donc, on n'intègre pas forcément les valeurs. Après, je ne vais pas généraliser. Nous sommes tous là présents, nous sommes tous des produits de l'instruction civique et avons eu quand même certaines bases que nous avons acquises là. Nous faisons partie, bien heureusement, des 30-25% qui ont été instruits, et je pense qu'une bonne partie de ce pôle-là en ressort quand même avec certaines bases civiques. Un autre mot, Gako? Alors, effectivement, je vais confirmer ce que dit Touko, c'est qu'on n'est pas du tout dans le domaine de l'inné, mais plutôt de l'acquis, et qu'il s'agit d'un fait culturel, et que ce sont d'abord les deux structures où l'éducation doit se faire, donc l'école et la famille, qui sont en faillite. Cette discipline se retrouve aussi à l'école d'ailleurs. On a aussi des instituteurs qui arrivent en retard, qui ne préparent pas assez leur programme, leurs leçons. Et nous savons tous comment ça se passe dans le lycée. Les programmes ne sont jamais terminés. Et c'est aussi dû à l'indiscipline du corps enseignant. Sans vouloir viser personne en particulier. Mais en tout cas, d'une manière générale, c'est quelque chose qui se constate. De la même manière, dans nos familles, l'éducation ne se fait pas non plus de la même manière. Oui. Et donc, c'est tout ce substrat-là qui s'ajoute à la culture même qui fait que le fait indiscipliné est presque valorisé. Quand un homme politique fait un détournement de fonds, on se dit finalement que c'est plus ou moins normal, on l'accepte tous plus ou moins. Et le fait qu'on ait accepté cette indiscipline-là, qu'on l'ait intégrée en fait qu'il devient très difficile de s'en débarrasser. Et effectivement, l'éducation peut être un moyen de le faire, mais je pense aussi qu'il y a un autre aspect qu'on ne prend peut-être pas suffisamment en compte, c'est que certains faits d'indiscipline, qu'on caractérise d'indiscipline, sont finalement des faits que les gens commettent par défaut.
quand par exemple on jette dans la rue le reste des produits ménagers, C'est parce qu'il n'y a pas de poubelle. c'est souvent parce qu'il n'y a pas de poubelle. Bien vu. Et c'est aussi parce qu'il y a très peu de structures, il y a très peu de villes qui ont un système municipal de récupération des déchets ménagers, par exemple. Un dernier mot sur cette question alors, Lynx. En fait, c'est juste une anecdote que je rapporte. C'est que c'est notre prof d'éducation civique au lycée qui, à la fin de l'année, a séché tous les cours et allé militer pour la campagne présidentielle. C'est notre prof d'éducation civique. Pour vous dire la portée de ce civisme-là. Non, je dis, il y a des brebis galeuses dans tous les corps de métier. C'est le genre de prof qui te dit ne fais pas ce que je fais, fais ce que je te dis. Exactement. Justement, parlons d'un aspect un peu plus psychologique qui mêle plusieurs fronts, le front politique, le front social, le front économique. Alors, j'ai envie de poser deux questions. Quelle est la part de responsabilité des politiques dans ce drame? Et finalement, est-ce que le droit des pauvres leur autorise tout? Et ces questions, je les pose à toi, Touko. Bah écoute, si le Sénégalais est essentiellement indexé comme quelqu'un d'indiscipliné, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il est grandement composé d'individus d'ethnie Wolof. Vous y allez fort là. Pas l'ethnisme, s'il vous plaît. Ces gens sans culture, Oh, non. à l'héritage bâtard, placés là par l'envahisseur blanc et par la grande force de leur fourberie. Cette nation belliqueuse et indisciplinée, misogyne et sauvage, ayant très mauvaise presse dans la sous-région et au-delà, nous a porté préjudice. Donc, rassurez-moi, vous étiez dans l'ironie, monsieur. non, monsieur, parce que je vais continuer. Si les poulards, ethnie raffinée par nature, ou les balantes, personnes frustes, mais rigoureuses, exerçaient par exemple cette prédominance, nous n'en serions pas là, je le précise. Après ce rappel nécessaire que je n'assume pas, soyons clairs, je salue l'intervention donc, de tous les acteurs d'aujourd'hui, ayant pris la parole aujourd'hui, et ayant rappelé que l'indiscipline n'est pas l'apanage du peuple sénégalais. Faisons dans le général. Le népotisme et les passe-droits existent partout. Puis rappelons que le Sénégal a tout de même ratifié la Convention universelle de la civilité de 1966, plus connue sous l'acronyme Q, qui à l'époque a été signée par toutes les nations indépendantes sauf les pays arabes, les Chinois et les Aïrois. Si l'on prend donc l'exemple de Mbougar de tout à l'heure, la dame qui déverse les immondices dans la rue Argan, un comble, que c'est une propriété publique, c'est parce que derrière, aucun agent de service d'hygiène ne traîne dans le coin pour reprendre la grosse tête de cette meuf de volet. Le malheur donc du Sénégal, c'est que l'indiscipline est institutionnalisée par des politiques dont la priorité affichée est de lutter contre la pauvreté. Doit-on tout pardonner aux pauvres alors? Chacun répondra selon sa sensibilité, mais d'une part, j'oserais comprendre qu'un peuple pauvre, affamé, ayant difficilement accès à l'éducation ne soit pas aussi raffiné que les reflets étrangers, soi-disant suréduqués, tel le fantasme nippon, nous envoie. D'autre part, certains aspects aujourd'hui brossés par vous autres offrent à ce peuple déjà éprouvé une chaleur et une souplesse administrative. Par exemple, on connaît la machine administrative des peuples dits éduqués ou développés, qui est froide et broyante plutôt. Et donc, cette chaleur et souplesse que nous envient beaucoup de nations dites plus disciplinées. De toute façon, l'indiscipline n'est pas une fatalité au Sénégal. C'est juste une étape, dans un temps donné, nécessaire dans notre processus, lui fatal, de maturation, de développement et d'éducation qui aboutira à moyen ou à long terme. Formidable, une chute un peu plus pédagogique que le début. Ouf. Donc je me désolidarise, je tiens à préciser. Je pense que vous n'êtes pas seul, monsieur Gako. Monsieur Dia, merci pour cet éclairage et ce témoignage. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à se rendre massivement sur le blog que vous tenez, fadeldia.blogspot.com. On va clore ce sujet avec de la musique. Monsieur Dia, on a une tradition dans Confluence, c'est de partager les goûts musicaux de notre invité. S'il y a une chanson que vous nous conseillerez, laquelle serait-ce? Pour laquelle de Moussangari, si vous en avez eu. Okay. C'est formidable. Merci beaucoup, monsieur Dia. Merci pour votre témoignage dans Confluence. Nous vous remercions. Merci, c'est Merci. Merci et bonne fin de journée et bon courage. Merci.
Le tableau n'est pas tout à fait noir, si je puis me permettre. Il y a des initiatives qui se lèvent au Sénégal pour essayer de faire, je cite, un nouveau type de Sénégalais. C'est né dans le sillage du mouvement social Y en a marre. Est-ce que, je vous pose la question à vous, c'est efficace? Gako. Alors, moi, je me souviens, lorsque ce mouvement est né, effectivement, le nouveau type de Sénégalais était caractérisé notamment par un exemple très illustratif, par le mec qui refuse de faire pipi dans la rue. Oui, c'était le symbole. C'était effectivement un des symboles utilisés par le mouvement. Alors, est-ce que les gens le font encore? J'imagine que oui, qu'il y a toujours aussi peu de toilettes publiques dans nos villes. Et est-ce que ça a pu changer quelque chose? En tout cas, ça a pu permettre pour certains jeunes qui ont accès à cette information d'avoir conscience du fait qu'ils sont dans l'illégalité, en tout cas dans la violation des règles civiques lorsqu'ils commettent ce genre d'actes. C'est déjà, je pense, à mon avis, un premier pas, une première étape dans la prise en considération de ces faits et dans le mouvement qui nous mènera vers plus de discipline. Y en a marre, est-ce que c'est un gadget ou c'est des politiques et des initiatives à saluer? Y en a marre, il me semble que c'est né dans un certain contexte, dans une certaine effervescence, que ça a été porté par un certain élan. Disons, je pense au départ, c'était assez salvateur, disons, parce que ça permettait au moins une prise de conscience. Et il me semble que les mouvements dits citoyens doivent surtout s'illustrer dans ce registre-là, dans la prise de conscience. Mais après, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que ce qui s'est passé après, que le mouvement s'est un peu embrouillé, qu'il y a eu des prétentions à se poser en sentinelle d'une démocratie ou d'une... Et c'est on a du mal parfois à voir quelle est leur légitimité, quel est leur objectif semble clair, mais en même temps, quand on les interroge, j'ai l'impression qu'entre eux-mêmes, il n'y a pas une très grande cohérence. Et c'est un mouvement qui reste, comme au départ, hein, assez nébuleux, et encore plus nébuleux d'ailleurs qu'au départ, parce qu'au départ, on voyait à peu près ce qui les motivait, mais aujourd'hui, on a un peu plus de mal. Et je ne suis pas certain que Y en a marre puisse aujourd'hui jouer un rôle autre que celui d'une conscientisation, comme on dit. Justement, Mbougar, la problématique de l'indiscipline au Sénégal, la problématique religieuse et culturelle, sont trois objets sur lesquels vous travaillez, vous avez beaucoup écrit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire qui n'a pas été dit dans ce débat? Alors, ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de revenir un peu sur la notion qui a été abordée en filigrane de la culture de l'indiscipline. C'est que, bien entendu, il y a l'éducation. Elle est parfois bancale, l'éducation domestique, comme disait M. Dia tout à l'heure, ou bien l'éducation à l'école, l'éducation dans la famille et l'éducation à l'école. Alors, il arrive des fois que cette éducation soit bonne et que des individus, quand même, un peu plus tard, soient des exemples parfaits d'indiscipline. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas certain que ce soit l'éducation en tant que telle qui échoue. Ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que plus on grandit et plus on est broyé par la pression sociale. C'est qu'au Sénégal, il faut le dire, les individus n'ont pas assez de force intellectuelle, j'ai l'impression, pour appliquer ce qu'ils ont appris à l'école ou dans la famille, de façon un peu générale, et pour appliquer cela sur la scène publique. C'est-à-dire, on sait ce qui est bien, on connaît les règles parfois, mais on les méprise. Et ça, c'est absolument terrible. Et ce qui fait qu'on les méprise, c'est qu'autour de soi, bien entendu, il y a une culture du laisser-aller, il y a une culture de la passivité, de la permissivité, de la médiocrité, une culture qui est de la soumission. J'ai l'impression qu'on se fourvoie un peu. C'est que la réalité des Dara, elle a été révélée au grand jour par ce terrible drame dont que Gako a rappelé tout à l'heure. Et je suis désolé, mais la plupart des conditions, les conditions de vie des talibés dans les Dara, pour la plupart, c'est ça. C'est qu'il peut y avoir, bien entendu, comme toujours, des exceptions, des Dara qui essaient d'être encadrés. C'est le cas de l'Institut Al-Azhar, par exemple, où c'est très clair, où il y a des lois, où il y a une éducation occidentale et arabe en même temps, religieuse. Et là, on voit les choses qui sont claires. Mais dans les
les daras qui sont plus reculés, la réalité elle est autrement plus dramatique, elle est autrement plus triste. Bon, après, attendez, il ne faut pas généraliser non plus. Il y a de plus en plus de daras modernes à Dakar. Et d'ailleurs, cette histoire d'incendie, je me demande si ça ne part pas d'une mauvaise installation électrique ou d'un truc du genre. Ce qui donc pourrait arriver à tous les bâtiments du coin, hein, que ce soit un dara ou que ce soit une maison. Est-ce que tu te souviens des conditions dans lesquelles les talibés étaient? Ah, j'aimerais que ils étaient entassés, je ne sais pas, à 6 ou 7. Élément de contextualisation, on parle des enfants qui sont malheureusement morts en 2013 à la Médina, calcinés. Ils étaient au nombre de 8 et c'était des enfants qui étaient très très jeunes. Que ce soit l'installation électrique, les conditions d'extrême pauvreté, le fait est là que c'est une problématique de l'indiscipline de manière générale. Il est nécessaire de rappeler justement que la pauvreté est la mère de cette indiscipline-là. L'indiscipline au Sénégal, c'est qu'elle est le fruit, vraiment, et ce n'est pas simplement un écart par rapport aux règles qui sont en place, c'est que c'est toute une culture de l'indiscipline. Et ça inclut vraiment beaucoup de choses, la pauvreté, comme tu disais, mais également le rapport qu'on a, c'est ma marotte, hein, mais bon, voilà, c'est le rapport qu'on a à la religion. Non, moi je pense par exemple que Dieu a plus bon dos que la pauvreté. Non, mais je pense que en fait, la pauvreté n'est peut-être pas la mère de ces vices. L'anecdote de Mbougar au début nous le dit. Celui qui appelle l'autre Goro n'est pas forcément pauvre. En fait, l'indiscipline, la pauvreté est un exhausteur de l'indiscipline. Elle n'engendre pas l'indiscipline. Ça se voit moins, mais ça se voit ici aussi. Les corps dirigeants ne sont pas pauvres non plus et c'est les plus indisciplinés du pays. Parfait. Un dernier mot pour clore ces discussions passionnantes, Gako. Oui, effectivement, un dernier mot pour finir. Peut-être un peu plus de légèreté. J'aurais une question directe pour Mbougar et Lynx qui ont abordé le sujet dans des émissions précédentes. Je leur demanderai, est-ce que l'utilisation mal avisée du maquillage par les jeunes filles sénégalaises relève aussi de l'indiscipline? Je pense qu'en matière de maquillage, on a plus à faire vraiment du déficit technique. Un manque de doigté absolu, et puis une obsession j'allais dire une obsession de la laideur, mais c'est presque ça. Ouais, alors, manque de technique, je dirais plutôt trop plein de technique. Merci beaucoup, vaste sujet que l'indiscipline sénégalaise. On vous laisse le Sénégal comme il est. J'espère qu'on vous a donné assez d'éléments pour vous faire votre propre opinion. Et on n'a pas été dans l'injonction. Vous pouvez vous faire votre propre opinion sur la question. Adieu News. Confluence. Vous écoutez toujours Confluence, vous êtes sur Adieu News Radio. Aujourd'hui encore, nos chroniqueurs vous ouvrent leur médiathèque que lit et qu'écoute Penda. La carte blanche de Lynx, qu'est-ce qu'il y aura dedans? On ne sait pas. Neyman a-t-elle un coup de cœur ou un coup de gueule? Vous le saurez. Mais commençons d'abord par la bibliothèque de Penda. Que lisez-vous actuellement? Alors, Elgas, si vous me suivez sur Facebook et sur Twitter, vous savez que le dernier... Ce que je fais, je vous rassure. Moi aussi. Vous savez que le dernier livre que j'ai lu, c'est Lean In de Sheryl Sandberg, qui a été traduit en français par En avant toutes. Et la préface a été écrite par Christine Lagarde. Présidente du FMI. Voilà, ce qui nous étonne pas, puisque dans ce livre, on parle de femmes, de pouvoir et du travail. Lagarde, c'est une femme. Pertinente. On vérifiera. Mais continuez. Je le conseille surtout aux femmes, car à travers ses anecdotes personnelles, cette femme qui figure dans la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde, nous explique comment les femmes devraient agir pour accéder aux postes de pouvoir, faire preuve de plus d'ambition dans leur carrière et comment faire face aux clichés sexistes qui renforcent le fameux plafond de verre. Oui, mais comment êtes-vous tombé sur ce livre, Penda? Alors, je suis tombée en premier sur une présentation que Cheryl avait fait chez TED. Et ça m'avait beaucoup intéressée. Et lors de mon dernier voyage aux États-Unis, j'ai vu le livre, mais en anglais. Donc, à mon retour, je me suis dépêchée d'acheter la version française pour savoir de quoi ça parlait. Est-ce que ce livre a comblé vos attentes?
Je ne l'ai pas encore fini, il me reste encore quelques pages, mais pour le moment, je suis complètement conquise parce que c'est un livre riche en propos qui font réfléchir. Et en tant que femme qui est dans le milieu professionnel, je me reconnais beaucoup aux anecdotes qu'elle raconte dans sa vie. Vous avez quoi comme modèle, comme par exemple femme de pouvoir? Vous êtes plutôt Barack Obama ou Beyoncé? Je dirais les deux. Je me reconnais aux deux parce que, disons que Beyoncé est très travailleuse. Elle peut être Elle prend un peu de cul, ces derniers temps. Je pense que ça... Bah, pourquoi pas, ça fait partie des choses qui m'intéressent chez elle. Donc, je dirais que je soutiens toutes les femmes de pouvoir, quelles qu'elles soient, je me reconnais. Une dernière question alors sur les femmes. Oumou Sow ou Sokhna Diarra Bousso? Aucune des deux. Ah, mais je t'impose le choix. Oumou Sow. Aucune des deux. D'ailleurs, moi, je voulais juste dire que après l'apparition de Lily, il y a eu, juste après la campagne I'm Not Bossy, I'm the Boss, il y a eu Beyoncé et plein d'autres célébrités. Voilà. Et je voulais terminer sur ma recommandation, en fait, par un fait d'actualité. Récemment, on a su que Apple et Facebook voulaient faire congeler les ovules des femmes pour leur offrir la possibilité de ne plus choisir entre leur carrière et leur vie de famille. Et ça, c'est un sujet dont Cheryl a beaucoup parlé dans le livre. Donc, voilà. Bon courage, une banque d'ovaires donc dans les Absolument dangereux. Une réaction à cette... Oui, effectivement, moi je pense, effectivement, elle nous dit que Cheryl lui a montré comment casser le plafond de verre. Mais je pense qu'il est préférable de s'inspirer d'une autre personnalité qui nous est plus proche. Je pense qu'il est préférable de s'inspirer plutôt de Nabila pour savoir comment une femme peut aujourd'hui en France casser le plafond de verre. C'est mon opinion. J'espère que c'est pas en plafond de silicone. Voilà. Alors, il fait froid le matin, il fait gris, il neige. Dans le métro, il tire la gueule. Penda, vous allez travailler. Qu'est-ce que vous écoutez pour vous doper l'humeur? Pour me doper l'humeur, j'écoute beaucoup Oasis Diop. Ses chansons sont sublimes et j'écoute particulièrement... On précise que c'est un chanteur sénégalais. Sénégalais, voilà. Qui vit ici en France d'ailleurs. Ma chanson préférée est Let It Go. L'album s'appelle Djouddoubek. Voilà. Alors, à côté de Oasis Diop, deux autres artistes pour compléter votre podium. Bah, je dirais Beyoncé, comme Mbougar l'a dit tout à l'heure. Et enfin, après Oasis Diop, je dirais l'album Miamba acoustique de Martin. Et ma chanson préférée est Ngalam. Donc, Il est là à ma gauche, silencieux et prêt à bondir. Je ne sais pas de quoi il va me parler. Peut-être de musique, j'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûr. De toute manière, il a une carte blanche aujourd'hui dans Confluence. Vous savez quoi? Je vous propose qu'on écoute directement Lynx. Je ne vais pas vous parler de musique, mais plutôt de mémoire. Je ne suis pas un grand mélomane, mais j'aimerais aujourd'hui partager avec vous ce coup de cœur qui date d'environ 10 ans et qui chaque jour se renouvelle en mes oreilles. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui Dakar, ainsi qu'avec vous le génie du Bagat Manhattan. Album unique. Si je devais juger l'œuvre de Doudou Ndiaye Rose, avec qui ils ont collaboré, par les trois faisceaux que j'en connais, si l'on devait même juger toutes les rencontres musicales interculturelles, on devrait en attribuer la palme essentiellement à Dakar.
album fusionnel entre l'ensemble orchestral de Doudou Rose et le Bagat Manhattan. Et mes amis bretons me pardonneront la prononciation. Écoutez plutôt La Virée, Dakar, L'Homme Rouge. Et les mélancoliques et non moins immenses Douzé et Yassalam Adounia, qui portent en eux toute cette distance entre deux langues qu'unies, le temps d'une dizaine de battements de cœur et de djembé et la musique. Ici, il est interdit de se contenter d'écouter. Il faut vivre, aller, venir, marcher au rythme de l'armée des percussions qui entourent de leur viril duvet les sanglots plaintifs et monocordes de la cornemuse et le ressac lascif de l'accordéon. Il faut entendre au plus profond de soi cette brise celtique, drapée de sa douceur, cette fougue noire. Et quelquefois, cette dernière s'abandonner comme en une langoureuse abdication. J'ai découvert cet album en 2004, 4 ans après qu'il fut édité. Je l'ai écouté, je le réécoute tous les jours, et à chaque fois, ne peut m'empêcher d'éprouver de la tristesse à la pensée que tôt ou tard, notre patrimoine sénégalais, africain, aura disparu. Je ne parle pas de celui-ci, restant et souvent insipide, qui a connu l'époque numérique. Je parle de ces œuvres qui seules survivent dans les médiathèques occidentales, car ne trouvant ni public ni mécène dans leur berceau. Je parle de cette musique produite en un temps que notre mémoire numérique ne veut plus sauvegarder. Nous nous sommes assoupis sur notre héritage. Nous ne semblons plus nous contenter que de ce peu que le présent nous concède. Notre cinéma d'époque, notre tradition orale, tout peu à peu tombe dans l'oubli auquel sont condamnés leurs supports souvent fragiles, la mémoire humaine. Toute histoire ne commence que là où remonte la nostalgie. Il semble que notre nostalgie a hélas la mémoire très très courte. Formidable, chute, merci. Tu es le poète en Lynx, il renaît toujours, et c'est pour notre plus grand. Ce que j'aime bien, Formulation. c'est, et d'ailleurs j'allais le faire un jour, j'allais proposer des chansons celtiques, parce que toutes les chansons composées en pentatonique, c'est-à-dire une gamme différente de la gamme classique en 8 notes occidentales, me rappellent les sonorités Peul, les sonorités Poulard, les sonorités du Oudou, les sonorités du Riti, etc. Ouais. Le même pentatonique se retrouve avec le Kumoi japonais, avec des musiques chinoises, le celtique et aussi le Poulard. Et c'est très 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 beau. Et en mineur, je pleure comme pas. Cette parenté musicale peut-être comme thérapie au livre qui fait un carton actuellement en France. Le suicide français de notre bouffon. Dont on parlera pas. Merci alors Lynx pour ce voyage dans la mémoire. Merci pour ce moment, dira-t-on. Culte du jeu de mots. Tuez-le, ce type, non. Autour maintenant de Neyman. Cette semaine, on se demande de quoi elle va nous parler. Alors, vous avez un cri de cœur ou un coup de cœur cette fois-ci? Je dirais que c'est un coup de cœur, ce qui est assez rare. Alors, il faudra mériter mon coup de cœur, donc je vous propose d'essayer de le deviner par quelques indices. Ça commence ainsi. Femme, je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes ovaires. C'est Renaud. Voilà, sur cette magnifique référence, je vais commencer ma chronique d'aujourd'hui. C'est la mitraille gagnante. C'est bien vu. Oh là là, ça vole haut. Hein, ça fuse de tous côtés. Alors, mon coup de cœur d'aujourd'hui est assez inhabituel car il a pour objet des porteurs de Kalachnikov. Enfin, plutôt des porteuses de Kalachnikov pour être plus spécifique. Il s'agit donc des combattantes kurdes. Ces Amazones des temps modernes ont accédé à la gloire médiatique avec l'avancée de Daesh, qui, comme vous le savez, veut prendre la ville de Kobané à la frontière turco-syrienne. Mais leur combat ne date pas d'aujourd'hui. Elles font partie de ces fameux rebelles kurdes du PKK qui se battent contre le pouvoir central turc et qui réclament la création d'un Kurdistan à cheval entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Ce qui, bien entendu, pose problème. Elles ont même une division qui leur est propre au sein de l'armée kurde, l'IBG.
Pour l'instant, elles sont bien occupées à envoyer les combattants de Daesh en enfer. À l'époque du selfie généralisé, du fessier pneumatique de la Kardashian et des twerks frénétiques de Miley Cyrus, elles montrent que la wir, la virilité au sens romain du terme, n'est pas qu'une affaire d'homme et que la vertu, elle, ne se réduit pas à avoir des cheveux attachés et des paupières baissées. Merci Bravo. de nous rappeler que dans une partie du monde, il se passe un drame et que des femmes sont en train de chausser l'épée et l'arme pour combattre, pour sauver leur patrie et leur communauté. Merci, chers amis, d'avoir partagé vos humeurs, vos lectures, vos coups de gueule. Vous pouvez, chers auditeurs, vous joindre à ce grand partage. Plusieurs supports pour le faire: Facebook, Twitter, le site de Confluence, confluence-news.com. Votre avis, comme toujours, nous intéresse et l'antenne vous appartient. « 65% des suffrages. C'est par cette victoire qu'il est arrivé à la tête du Sénégal en 2012, en battant Maître Abdoulaye Wade. Lui, c'est l'ancien lieutenant de sa victime. Lui, c'est un ingénieur géologue de formation. Lui, c'est un ancien cacique du PDS. C'est en 2008 qu'il divorce et qu'il prend son envol tout seul pour lancer son parti, l'APR. 4 ans après, il atterrit à la présidence de la République. Ses détracteurs le disent mollasson et indécis, sans charisme. Ses partisans, eux, voient en lui un bâtisseur, un discret travailleur. Du printemps 2012 à l'automne 2014, a-t-il rempli le panier de la ménagère sénégalaise? A-t-il transformé la politique sénégalaise? Macky Sall à l'épreuve du tribunal des idoles, c'est maintenant. Alors, on va procéder différemment cette fois-ci. Des questions d'ordre généraux, pour commencer. Mbougar, Oui. quelle image as-tu de Macky Sall? Ah ben, mon ami, disons que l'image crève l'écran. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais disons que Macky Sall me donne l'image de quelqu'un qui essaie de s'élever de la masse. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie d'être au-dessus des petites luttes politiques, des petites luttes intestines de son parti, etc. Et qui, paradoxalement, en s'élevant comme ça, n'est pas dans, comment dire, dans cette forme de hauteur qui fait la grandeur de certains hommes d'État, mais on a l'impression qu'il s'isole. C'est-à-dire que voilà, il s'élève et en même temps il s'isole. Et on a l'impression également qu'il laisse les choses se faire un peu. Et là, le parallèle qui a été souvent fait avec François Hollande apparaît encore dans tout son éclat. C'est que on assiste là vraiment à la présence là de deux hommes qui essaient d'être au-dessus, mais qui semblent perdus vraiment au-dessus et qui n'arrivent pas vraiment à gouverner les choses. C'est assez étrange. Et bon, après cela, j'avais également un petit propos sur le charisme en politique. C'est que j'ai longtemps fait partie de ceux qui pensaient qu'il fallait du charisme, qu'un homme politique devait être charismatique, qu'il devait avoir une forme de grandeur, etc. Mais en voyant Macky Sall au départ, je me suis dit, bon, un homme politique n'a pas forcément besoin de ça, il peut être discret, travailler, etc. Mais c'est triste à dire, mais Macky Sall manque vraiment, vraiment de charisme. C'est quelqu'un qui, sans même parler de grandeur, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à transcender, par son discours, par une vision qu'il propose de la société. C'est assez triste. Ma foi, je crains d'avance votre verdict. GACO, les chiffres de l'économie sont en berne. Dans tous les classements, le Sénégal ne semble pas bondir. Peut-on, à mi-mandat, en venir à cette sentence assez cruelle que Macky Sall s'engage dans une dynamique d'échec? Pour répondre à votre question, je dirais d'abord, effectivement, si la croissance sénégalaise reste plus faible que la moyenne de la CEDEAO et que le chômage est encore très élevé au Sénégal, il reste que, il me semble un peu tôt pour tirer un bilan économique de la présidence de Macky Sall. Et surtout, je pense qu'il faut aussi relever plusieurs réformes sociales qui ont été menées sous le mandat de Macky Sall. C'est qu'il y a d'abord la mise en place d'une bourse de solidarité familiale de 100 000 francs par an, destinée
à 250 000 ménages parmi les plus pauvres du pays. Il y a notamment une baisse de la fiscalité pour les salariés. Il y a surtout la couverture médicale universelle qui est mise en place et qui permet la gratuité. Elle permet déjà la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Et ça a permis un accès aux soins pour déjà 700 000 enfants sénégalais. Considérable. Et c'est donc déjà une grande avancée sur le plan médical et le plan sanitaire au Sénégal, une avancée qu'on n'a pas connue depuis fort longtemps. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut se féliciter. Et il y a surtout une autre réforme emblématique de Macky Sall, c'est la baisse du coût des loyers. Les loyers qui faisaient beaucoup de mal à nos ménages sénégalais, et c'était aussi une réforme que le peuple appelait de ses voeux. On a parlé d'effet d'annonce. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Effet d'annonce, peut-être que dans les résultats concrets, peut-être que les résultats concrets sont inégaux, mais il reste toujours que certains loyers ont été baissés de 29%, par exemple. Et c'est quelque chose de très fort. Effectivement, pour ces familles-là qui ont pu obtenir une baisse du loyer d'un tiers, c'est quand même une hausse incroyable de leur pouvoir d'achat, finalement. Et c'est quelque chose qui va contribuer à la relance de la croissance sénégalaise par la consommation. Donc, ça reste toujours une bonne mesure. Le bilan n'est pas si négatif que ça. Et surtout, ce qu'on comprend de votre propos, c'est surtout qu'il est très prématuré pour en faire un de bilan. Penda? Oui. C'est sur le terrain sociétal qu'on attendait finalement Macky Sall. C'est un grand chantier. Changer les mentalités, changer la pratique politique, comme on le dit très souvent. Il est arrivé au pouvoir en déclarant, je le cite, que les marabouts étaient des citoyens comme des autres, avant quelques mois plus tard de se dédire. Est-ce là une version remaniée du Warwahet? En annonçant cela, il a été applaudi par certains et condamné par d'autres. Je suis de ceux qui ont applaudi son courage en disant cela, parce que c'est pas évident quand même dans un pays où le mouridisme et le tidjanisme occupent une place importante. Mais on dirait que Macky s'est rendu compte qu'au Sénégal, en fait, pour gagner les voix des électeurs, il faut écouter la voix du mouridisme, disons. Cela a entraîné son Warwahet moderne. Je dirais juste que la seule différence, c'est que Père Wade a eu le courage de dire ça en direct à la télé et que Macky l'a fait discrètement. Est-ce que c'est pas un renoncement politique? On peut dire que oui, mais comme je l'ai dit en commençant, il s'est rendu compte que c'est la seule façon de rester au Sénégal à la tête du pays. Donc, un calcul politicien, voilà. En quelque sorte, c'est entendu. Si je peux juste répondre à ça, je pense que c'était effectivement un renoncement politique, dans la mesure où il ne pouvait pas, après même pas un an de pouvoir, s'attirer les foudres en fait, des marabouts, qui indéniablement ont un certain pouvoir au Sénégal. Ce qu'il faut lui concéder, c'est qu'il a quand même eu l'initiative d'être assez iconoclaste, d'engager en fait un début d'iconoclasme en fait envers le mouridisme. Je pense que même si c'est pas lui qui va arriver au bout, il a engagé quelque chose qui pourra peut-être être suivi par les autres politiciens qui lui succéderont. Un début malheureusement pas suivi, des faits, mais peut-être que l'histoire... Je pense qu'en fait, il y a eu quand même, en fait, ça a eu le mérite de soulever un débat dès qu'il est arrivé au pouvoir. Et le fait même que ce débat existe et qu'il soit sur la sphère publique, et je pense que ça doit lui être positivement imputé. Nous sommes l'année dernière, symbole, image assez extraordinaire, Macky Sall en treillis militaire pour aller régler l'histoire d'un tuyau qui aura privé Dakar d'eau pendant 3 jours. Alors, Touko, est-ce là une rigueur militaire ou le triste spectacle d'un troufion? Non, je n'oserais parler du chef suprême des armées en désignant comme un troufion. En tant qu'enfant de troupe, je me retrouverais en prison. Donc c'est dangereux. Mais non, c'est une faute grave de communication. C'est une grosse erreur de communication. Il a voulu marquer le coup, montrer que c'était pas l'espèce de guimauve désigné par tout le monde. Et donc voilà, et il en a fait trop et malheureusement ça l'a mené là. Après, moi je profiterai du fait que tu m'interpelles pour affirmer mon mépris justement à ceux qui l'ont poussé à ça. C'est-à-dire tous les opportunistes, pour ne pas citer les blogueurs, qui le flinguent pour tout et pour rien, pour se faire mousser, donc toute cette récupération. Et aussi ceux qui ont le goût de la confiscation du pouvoir par la rue et du tout de suite.
qui veulent donc ériger ce pouvoir par la rue qu'ils ont confisqué avec Y'en a marre que vous avez bien évoqué tout à l'heure, Mbougar, en épouvantail, voire en règle politique. Entendu, depuis Senghor, les présidents sénégalais peinent, je le pense personnellement, mais ça n'engage que moi, à afficher une grande densité spirituelle et intellectuelle. Est-ce que lynx, l'épaisseur de Macky Sall, n'est finalement que physique? Je pense que... je n'oserais pas le jeu de mots non plus, parce que j'ai une famille au Sénégal. Je pense réellement que Macky Sall n'est pas plus intelligent que les autres hommes politiques qui l'ont précédé, ni qui vont le suivre. Mais je pense qu'il sait s'entourer mieux qu'Abdoulaye Wade. Il sait s'entourer de techniciens, lui-même étant technicien. C'est assez délicat, C'était parce difficile qu'ils de ont faire partagé le même cercle. Oui, ils ont partagé le même cercle, mais il a justement pu succéder à Abdoulaye Wade en s'entourant d'autres gens et en ne récupérant pas la même merde, en fait, le même entourage. C'est pas pour Karim Wade. Une dernière question dans ce tribunal avant de passer au verdict. Mbougar, on parle de la galaxie affairiste de la belle famille du président. Oui. Est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude? En réalité, il ne me semble pas, enfin, je ne pense pas. Je crois que on en fait trop sur Mariam Faisal, je sais pas. J'ai l'impression que ces moindres faits et gestes sont scrutés et que on en arrive un peu à... C'est que, contrairement à ce qu'on faisait avec Viviane Wade, j'ai l'impression, il me semble que parce que précisément c'est la première femme, disons, sénégalaise, Elisabeth Diouf l'était également, mais qui a une culturellement sénégalaise, j'ai l'impression qu'on en profite pour essayer de plaquer des défauts de Sénégalais, c'est-à-dire de femmes sénégalaises, leur taille. On essaie de les plaquer sur Mariam Faisal en essayant de voir tout le temps du népotisme, enfin une façon de vouloir gérer le pays, enfin ce qu'elle gère comme un petit foyer, quoi. Je pense qu'on en fait trop sur Mariam, sur cette partie. Elle est un peu la brouille du Sénégal, Ouais, moi qui fais des gestes. Ouais, c'est bien dit ça. C'est vraiment bien dit. L'excès donc, l'excès en qualifiant les propos contre la femme du président de la République. Après ces petites questions de fond, le verdict. Est-ce qu'à la lumière de vos réponses, à vous tous, Monsieur le Président de la République doit être décapité au risque de laisser orphelin notre pays? Votre tâche, mes chers camarades, est lourde. Et je te regarde, Touko. On commence par toi. Est-ce que tu décapites le président de la République? Je guillotine le quinquennat. Subtil, pirouette, entendu. Penda, est-ce que tu décapites le président de la République? Je le décapite. Oula, sec et définitif. Alors, est-ce que l'homme de droit de cette maison partage le même avis que Penda? Moi, je réserve mon verdict et en attendant, j'aiguise ma lame. Ça veut dire tout, ça. Je pense qu'on peut déjà tirer des conclusions. Est-ce que Lynx sera d'un cynisme aussi tapis dans l'ombre? Je dirais qu'à défaut de mieux, je mangerai des guimauves. Ah, c'est beau. C'est beau. Le poète ressort toujours. Alors, Ndayman, est-ce que vous guillotinez notre président de la République? Non, parce que déjà j'ai un faible pour les flambis, même au caramel. Et je tiens à préciser qu'on n'a aucun lien de parenté. Voilà. Tu me déçois. Alors, la balle est entre Romain, on va dire. Question de Est-ce que vie vous ou de mort. guillotinez Non, la mais gâchette? Est-ce que vous guillotinez le président de la République? j'aimerais bien, mais ça cale, il y a un peu de graisse au bout. Ça passe pas. Le blasphème suprême. Donc Macky Sall, comme on l'aura compris, échappe à la mécanique sanglante de la guillotine. D'ailleurs, Ndayman, on devrait trouver un autre moyen de les tuer. Avec les décapitations de Daesh, on passe un peu pour des barbares, non? Vous ne pensez Non. pas? oui, c'est vrai. Moi, je suis sûr, hein. Mais tout le On monde l'a inventé. Donc il échappe à la guillotine. Oui, Donc, il échappe à la on guillotine. attend incessamment le chèque de la paire donc, que nous supportons, qui sponsorise, rappelons-le, Confluence. La guillotine de Confluence n'est que symbolique. On n'est pas des amateurs de sang dans cette émission, bien sûr. C'était la 3e émission de cette seconde saison de Confluence. Merci de nous avoir suivis. Faites-nous part de vos suggestions. Nous sommes un jeune programme qui ne demande qu'à s'améliorer. Merci à Ali News, notre partenaire. Confluence revient dans 15 jours. D'ici là, restez sages, mais je pense pas trop. Bonsoir.